bien retrouver un personnage. Le docteur Laurent Cerise est une personnalité dans la société parisienne de la deuxième moitié du XIXe siècle. Nous savons qu'une statue a été érigée en son honneur dans la ville d'Ost et qu'une rue lui a été dédiée. Mais qui était-il ? Issu d'une famille très riche et prestigieuse, après des études de médecine, il part à Paris. Et là, il découvre une nouvelle approche à la maladie et aux patients. Il appartient à cette première génération de médecins qui ont l'idée d'associer la psychologie aux études physiologiques, donc proprement de la maladie du corps. C'est l'un des précurseurs de la psychosomatique. D'ailleurs, membre de l'Académie de médecine, il est aussi le fondateur d'une revue, les Annales médico-psychologiques. Mais ce n'est pas fini. Tout en menant une vie très intense à Paris, le docteur Cerise resta très attaché à la vallée d'Ost et prit part au débat autour de l'abolition de l'enseignement de la langue française en vallée d'Ost. En outre, le docteur Laurent Cerise est lié à un autre personnage très important, Édouard Aubert, l'auteur de La Vallée d'Ost. On peut dire un premier guide touristique qui fit connaître la vallée d'Ost dans le monde. Donc un personnage très complexe qui mérite un peu d'attention, d'autant plus que même sa descendance a continué à être très distinguée dans la société parisienne par des mariages et des alliances de très haut niveau. Laurent Cerise appartient à une vieille famille noble originaire d'Alin qui acquit ses lettres de noblesse à l'époque du duc Charles II de Savoie au XVIe siècle. Et c'est une noblesse de robe, c'est-à-dire des notaires, des avocats, des châtelains. Et le personnage le plus marquant de la famille, qui fut déterminant pour l'avenir de Laurent Cerise, est son oncle Guillaume Michel Cerise, qui était né en 1769 du notaire Jean-Antoine Cerise et qui avait étudié la médecine à Turin. Guillaume Cerise fut engagé dans le gouvernement provisoire du Piémont sous l'occupation française. Il devint bonapartiste au moment où Napoléon avait le dessus sur le directoire, contre lequel d'ailleurs, contre le directoire, Guillaume Cerise était très critique. Et il participa aux campagnes napoléoniennes. À la chute de Napoléon, il fut arrêté et il fut emprisonné. Malheureusement, sa santé mentale en souffrit beaucoup et quand il sortit de la prison, il n'était plus la même personne. Il fut assisté par sa femme, qui était la sœur d'un ministre du royaume de Saxe,
ce qui indique quand même qu'il était, disons, qu'il avait reçu qu'il avait été reçu dans la haute société parisienne. Et d'ailleurs, il avait été nommé par Napoléon baron de l'Empire. Il mourut en 1820 et sa femme, Wilhelmine de Pilsach, reçut le jeune Laurent Cerise à Paris. Laurent Cerise était un jeune homme né à Ust en 1807 et qui s'était adonné comme son oncle aux études de médecine à l'université de Turin. En 1831, il se déplaça à Paris pour poursuivre ses études. Il fut reçu justement par sa tante, la veuve de Guillaume Michel Cerise, et il brilla dans les études de manière particulière. Il prit son doctorat à l'âge de 21 ans et il fut introduit dans la haute société parisienne en devenant un médecin très célèbre parmi la noblesse, parmi la haute bourgeoisie parisienne, et il eut même des clients internationaux, des têtes couronnées qui s'adressaient à lui pour des conseils médicaux. Quel est le rôle joué par Laurent Cerise dans la recherche scientifique et médicale de l'époque? Je voudrais vous dire qu'il s'agit d'un rôle important et peut-être pas assez valorisé, parce que dans une époque de changement majeur pour ce qui concerne la naissance même de la neurologie comme science individuelle, de quelque sorte, on va la faire naître avec le professeur Charcot, donc dans les années 60, 1860. Donc il arrive à Paris vers 1831. Il joue un rôle important dans la définition d'une neurologie, dans le sens, laissez-moi dire, moderne. Et surtout, on la libère d'une conception absolument organique, et ça devient aussi une science psychologique, surtout pour ce qui concerne les maladies mentales. C'est vrai qu'on avait eu Pinel qui, juste après le début de la Révolution française, avait libéré les malades mentaux, il avait enlevé les chaînes, dans le sens littéral du mot. Mais c'est vrai aussi que la conception, c'était encore une conception liée surtout, laissez-moi dire, l'anatomie. L'école de Bichat cherchait la maladie mentale dans l'anatomie, dans la connaissance anatomique. Pour lui, la maladie mentale devient quelque chose de social. D'autre part, il écrit un livre qui est très important, selon moi, qui s'appelle Des fonctions et des maladies mentales dans l'éducation sociale et privée. Donc le rôle joué par l'éducation, par la situation sociale du malade mental devient un facteur majeur, un facteur important pour interpréter et même traiter la maladie. Alors il se situe, disons, à l'origine, au début de la naissance de la neurologie. Et qu'est-ce qu'il en est de la psychiatrie et après de la psychanalyse à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on pense?
Oui, il faut bien sûr, de quelque sorte, storiciser les situations pour bien comprendre. Parce que dire qu'il est à la naissance de la psychanalyse, ben, c'est un peu trop quand même. Mais le rôle qu'il joue, tout en disant que le malade mental, c'est pas un malade qui naît avec la maladie mentale, si on parle de maladie psychiatrique, bien sûr, mais qui est conditionné par l'ambiance, par l'éducation, par la famille même. Et donc il faut agir sur ça surtout. C'est pour ça qu'il s'occupe beaucoup de bienfaisance. Il fonde une société italienne de bienfaisance parce qu'il dit que s'occuper des jeunes, de l'éducation des jeunes, mais même des conditions de vie des jeunes devient un facteur important pour la prévention et pour le traitement même de la maladie mentale. Donc c'est quelque chose d'innovateur. C'est une vision innovatrice de la neurologie, au moins de la partie de la neurologie qui va devenir la psychiatrie, qui va donner même, si on ose le dire, c'est un peu, peut-être un peu trop, mais qui donne les bases même de l'évolution vers la psychanalyse. Il ne faut pas oublier que dans les années 60, Laurent Cerise est à son azimut. Pour ce qui concerne l'être très connu, très renommé, il est devenu membre de l'Académie nationale de médecine, qui était née comme Académie royale de médecine, et on l'appelle aujourd'hui Académie nationale de médecine. Il avait reçu il était devenu chevalier de la Légion d'honneur, donc il était très très connu. Mais dans les années 60, Charcot devient le médecin officiel de la Salpêtrière, et donc ça démarre un peu à la Salpêtrière, avec lui ça démarre l'hypnose comme modalité de traitement de la maladie psychiatrique. Et un peu plus tard, mais il ne faut pas oublier que Freud même est venu à la Salpêtrière. Et il est avec Charcot, il a fréquenté Charcot. Bien sûr que, par exemple, pour ce qui concerne l'hystérie, Charcot pensait que c'était lié surtout à la nature de la femme. Et Freud, il avait été le premier. Même la tradition dit que dans une leçon, Charcot il était très fameux pour des leçons qui étaient un coup de théâtre, littéralement. Et il avait dit, il avait vu un homme qui avait l'arc hystérique et il avait dit, il s'agit d'un cas d'hystérie. Et Charcot avait lui dit, écoutez monsieur, hystérie ça vient du grec hystéron, ce que ça veut dire utérus, donc c'est pas possible qu'un homme soit hystérique. Alors il faut dire que même les hommes de science, c'est des hommes de science, d'avant-garde, et pour quelque sorte liés aux racines, au passé, à l'évolution. Mais tout ça arrive dans la même période, et dans cette période, à la base de cette période de l'évolution vers, on peut dire que, bien sûr avec une vision chrétienne, parce qu'il était un croyant, Laurent Cerise, mais avec une vision chrétienne, laissez-moi dire libérale, moderne. Donc à la base de l'évolution de la pensée pour ce qui concerne la maladie psychiatrique, la maladie mentale, il joue un rôle, selon moi, formidable. Qui a été reconnu à l'époque dans l'Académie nationale de médecine. Pour un homme qui n'était pas de l'académie, il n'était pas un professeur de l'université, il travaillait surtout dans le privé, il était très fameux dans le privé à Paris, il était à la une à Paris, mais il a été reçu avec tous les honneurs à l'académie. Et il avait reçu, comme je l'ai dit, la Légion d'honneur, donc son rôle, il était à l'époque bien reconnu. Je veux dire que je pense de quelque sorte qu'il est moins connu aujourd'hui. À Varedos aussi, il est moins connu. Il n'a pas le rôle qu'on lui devrait donner.
Tout en habitant en France, Laurent Cerise avait gardé d'étroits rapports avec sa famille d'origine et avec le royaume d'origine, c'est-à-dire le royaume de Piémont-Sardaigne qui avait été restauré en 1815. En particulier, il fut lié d'amitié avec des importants personnages du Risorgimento italien, notamment Camillo Cavour, Carlo Botta, Vincenzo Gioberti, Mazzini lui-même, Niccolò Tommaseo, Costantino Nigra, Nino Bixio et d'autres, qui faisaient partie, comme lui, de la franc-maçonnerie. Il contribua remarquablement à faire connaître la vallée d'Aoste à l'étranger, notamment en France, parce qu'il avait épousé la sœur d'Édouard Robert. Édouard Robert était un archéologue, peintre, artiste, qui visita la vallée d'Aoste en 1851 grâce justement à la suggestion de son beau-frère. Il rencontra toutes les personnalités intellectuelles, disons, de l'époque, le chanoine Gall, etc. Et il écrivit notamment un livre, La Vallée d'Aoste, qui fut publié en 1861 à Paris et qui fit connaître la Vallée d'Aoste dans le monde entier, on peut dire, puisque le français à l'époque était une langue internationale diffusée partout. Et on peut le considérer comme le premier guide touristique de la Vallée d'Aoste. Grâce à cet ouvrage, justement, Cerise contribua au développement du tourisme en Vallée d'Aoste. Non seulement, mais il s'adonnait, Cerise, à des œuvres de bienfaisance. Et il fut le président de la Société italienne de bienfaisance. En effet, en 1872, la municipalité d'Aoste lui consacra un monument en tant que père des pauvres, plutôt que du point de vue, disons, de ses mérites scientifiques. Cerise intervint aussi dans la polémique contre le français en Vallée d'Aoste, parce qu'à l'époque, le gouvernement italien essaie de supprimer l'enseignement et la diffusion du français en Vallée d'Aoste. En 1862, il écrivit une lettre à son ami, le ministre Matteucci, qui, comme lui, était franc-maçon, pour soutenir l'exigence de maintenir le français en Vallée d'Aoste. Et il contribua de cette manière remarquablement à la conservation de notre langue officielle et maternelle. On va dire que c'était un esprit éclectique, un homme de science reconnu. Et après, il y avait l'activité de médecin au jour le jour. Quel type de médecin était Laurent Cerise? La définition, c'est pour être un médecin scientifique et empathique. Il avait beaucoup d'empathie pour les malades. Si vous avez l'occasion de lire les Laïus, parce que plus qui ont été donnés à sa mort dans l'Académie de médecine, les orateurs ont souligné, mais longuement, le caractère moral et intellectuel de la pratique médicale qu'il avait. Donc la médecine, c'était la médecine et les malades étaient la passion d'une vie. C'était pas seulement la science froide, comprendre la maladie, c'était une façon d'être à côté du malade, d'être avec le malade. Et dans les laïus donnés à sa mort, on est vraiment surpris par comment a été souligné l'aspect d'un médecin, un médecin scientifique, un homme de science, mais un homme de science qui est du côté des malades, qui est avec le malade. Aujourd'hui, on dit facilement, et c'est pas toujours vrai, le malade au centre, la prise en charge du malade. Pour lui, c'était vraiment l'étoile qui le guidait, c'était le malade. Et pour ça aussi, il était incroyablement aimé
aimé par les malades, aimé par les gens, parce qu'il était cultivé, poli, homme de science. Il était vraiment, comme vous l'avez dit, il était un kaléidoscope de vertus. Ce qu'on peut voir aujourd'hui, surtout tout en lisant ce qu'on disait à l'époque. Et vous savez que les collègues, c'est pas toujours très délicat. Lui, il fait l'unanimité. D'accord. Et il était le médecin des riches, des pauvres. Est-ce qu'il y avait aussi des spécialités à l'époque ou c'était plutôt des médecins généralistes? C'était, comme je l'ai dit, c'est dans les années 60 qu'on voit naître la neurologie dans un sens moderne comme science séparée, de quelque sorte. Donc à l'époque, on était des médecins, les gens étaient... Charcot, il était un pathologiste, mais il était aussi un médecin. Et lui, il était, on dirait aujourd'hui, un psychologue et un médecin dans le même temps. Donc c'était pas... il ne faut pas oublier que la première fois qu'on parle, par exemple, de ce qu'on appelle aujourd'hui faculté de médecine et chirurgie, en Italie, le nom en Italie, c'était en Savoie à l'époque, au royaume de Sardaigne, c'est Carlo Alberto qui va donner pour la première fois la définition de faculté de médecine et chirurgie. Parce que la chirurgie, c'était pratiqué par les barbiers. Par les barbiers. Il faut que je l'admette. Donc, il n'y avait pas une distinction. Médecine et chirurgie, c'est 1832. Donc, c'est hier. Alors, ce qu'on passe aujourd'hui, on a le psychologue, le psychiatre, le neurologue, le chirurgien vasculaire, le chirurgien digestif. Ça n'existait pas. Et encore. Mais là encore, il faut dire que la France est, si vous le permettez, la Vallée d'Aoste joue un rôle important parce que le premier médecin, on change un peu d'argument, mais le premier médecin qui utilise le nom physicus atque silurgicus, médecin et chirurgien, c'est un Bardotin, c'est Boniface de Roisan, la première moitié des années du 1400, qui étudie probablement à Montpellier et donc qui commence à dire oui, on peut être chirurgien. Pour être chirurgien, il faut être tout d'abord médecin. Donc voilà, vous voyez que changement dans la façon. Ça change beaucoup. Et ce que je dis souvent, que la Vallée d'Aoste ne reconnaît pas ses fils qui sont beaucoup donnés à l'évolution de la pensée médicale, laissez-moi dire en Europe. Parce que c'est la position de charnière qui a la Vallée d'Aoste entre l'Europe, entre la France et l'Italie, a beaucoup permis de faire ça, parce que Boniface, il était un très bon chirurgien, mais il était un très bon médecin. Voilà. À l'époque, les médecins ne devaient pas se salir les mains, ils ne devaient pas toucher le malade, Exactement, parce qu'à Paris, dans la même période de Boniface de Roisan, on jurait de ne pas toucher les malades avec les mains, si on était médecin. C'était un serment. Voilà. Donc, mais à Montpellier, dans le sud, ça changeait un peu, ça commençait à changer. Il y avait la dissection des cadavres, par exemple. L'Église disait « Ecclesia abhorret a sanguine ». Il ne faut pas toucher le sang des malades. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment des personnages, des gens qui ont eu l'opportunité d'être au bon moment dans l'évolution de la science médicale et qui ont beaucoup fait pour ça. Boniface, mais Laurent Cerise pour ce qui concerne la neuropsychiatrie, disons. Aujourd'hui, on dirait la neuropsychiatrie. Merci beaucoup.
la vie des personnes ordinaires se croise avec de grands événements historiques. Parfois, la petite histoire et la grande histoire se donnent curieusement la main. Parfois, ce sont des choix autonomes, parfois la force des choses. Parfois, le temps balaie ce que la mémoire ne sait pas conserver. Parfois, des traces imperceptibles, mais tenaces, font exister des faits pendant longtemps. C'est le cas d'une photo prise en Vallée d'Aoste au début du mois de novembre 1944 qui a fait le tour du monde en passant par les journaux conservés dans les collections du musée de la guerre de Londres, puis ressortie pour faire son apparition dans une exposition, et puis arrivée en Vallée d'Aoste de façon anonyme, avec l'intention de la part de quelques journalistes de donner un nom à cette belle femme. Voici résumée l'histoire de la photo de Prospérine Vallée, dont l'existence, comme celle d'un nombre infini de personnes de cette époque-là, fut affectée par la résistance et par la lutte des maquisards. Ces filles vont nous dérouler toute la matasse et nous donner un exemple de comment l'histoire d'une petite famille peut être touchée par les grands événements historiques d'une époque. Et comment une photo, une très très belle photo, vous verrez, mais une seule photo, peut pérenniser l'existence d'une personne.